La journée, le venant se balade ici, comme un beau-père qui sort de la chambre de ta mère en caleçon. Aujourd'hui, tout le monde dit les bobos. Mais nous, quand on était ados, on les appelait les venants. Cassim avait sorti ça un soir vers 2h du mat, on était au panier, sur notre banc en bois de la place des Moulins, on tombait des Heineken, on tirait sur des pétards. Un grand blond qui venait d'acheter une des maisons du quartier s'est ramené devant nous, torse nu en claquette Bermuda. Il avait la tête du mec qui a pris la confiance. Il nous a demandé avec une voix qui voulait faire copain. « Salut les gars, vous auriez pas une ou deux feuilles à dépanner ?» Jamel lui a d'abord répondu « Une ou deux feuilles ?» Puis Cassim a levé les yeux vers lui, il a dit « Regarde-le-moi ce venant » avec sa gueule d'héritier. Sur le coup, on n'avait pas vraiment capté. On comprenait pas toujours Cassim, mais venant, c'est resté. Et on s'est mis à le placer sur toutes les gueules qui nous revenaient pas. Ma mère s'est installée au panier en 1982, dans la partie comorienne du quartier. Avec son maigre héritage, Fred avait acheté pour rien du tout un grand appartement avec vue sur le Vieux-Port. Quand on a débarqué, ses voisins faisaient la vaisselle sur le trottoir et les toxicos se piquaient dans les couloirs sans électricité de notre rue. Au panier, personne ne voulait y foutre un pied. Non, personne. Fred avait passé 5 ans à enseigner aux Beaux-Arts d'Alger. Là-bas, elle avait senti la situation pourrir de l'intérieur. D'abord des détails, des étudiants qui ne venaient plus à son cours, soutint réfractaires à certaines pratiques. Dans la rue, des regards insistants, des insultes en arabe, de loin. Ouais, ses voisins de palier ne lui ouvraient même plus la porte. Les barbus n'étaient plus seulement dans les campagnes. En novembre 1981, la première lettre de menace est arrivée sur le bureau de la direction. Les couloirs de la fac sont devenus glacés. 2 mois avant son départ, le conseil d'administration avait décidé de planquer les nus au sous-sol. Et une nuit, des types s'étaient introduits dans l'école et avaient cassé au burin toutes les couilles et les seins des sculptures exposées dans la fac. Les salauds! Elle avait dit en découvrant au petit matin ses corps mutilés. Oui, ça lui avait mis un coup à Fred. Elle s'était décidée par partir par la mer pour Marseille. Ok pour revenir, mais pas en France. Elle avait dit. Ah, sur le pont du ferry, en voyant Alger s'éloigner, elle avait senti l'étranglement du sanglot. Je te laisse, ma belle. Je te laisse, désolé. Elle a débarqué au panier, à Marseille, avec moi sous le bras, son coup d'aristocrate et sa peur de rien. Sur la photo de classe, au milieu des Comoriens, des Arabes et des Portugais, avec ma figure rose, j'étais facile à repérer. En sortant de l'école, je courais à fond pour acheter de la biberine, des meringues chez Madame Calzolari, qui plus tard est rentrée en tôle pour trafic de cocaïne. Et le soir, j'allais chercher la pizza au camion Les Deux Frangins. En bas de la montée Saint-Esprit,
Hein? Rue Caisserie. Aldo pétrissait sa pâte, pendant que le vieux Carboni nous chantait son opérette de fils d'immigrés napolitains déçus de Mitterrand, et qui n'avait pas peur de honte, et qui n'avait pas peur de dire en 80, moi, à 80, moi j'ai voté Mitterrand. Hein? Mais maintenant, je te dis la vérité, maintenant, je vote Le Pen. Ah, quelques années plus tard, hein, sa femme Gisèle, elle est devenue maire d'arrondissement et numéro 2 du conseil général. La mère. Ah, le vieux Carboni, il a retrouvé le sourire et la rose du Parti socialiste. La politique ici, à Marseille, c'est comme les lasagnes. On recouvre de sauce bien épaisse. Sort d'une ronde, Belzins breakdown. J'ai jamais aimé la place de l'Anche. La place de l'Anche, elle est maquillée comme une fille qui se trémousse devant un mafieux dans un bar à entraîneuse de l'opéra. Les mafieux, ils dansent pas, ne boivent pas. Ils fument rarement et quand ils sortent en boîte de nuit, ils gardent toujours un œil sur la porte d'entrée. Les mafieux, je te jure, ils savent pas s'amuser. La place de l'Anche, c'est une descente qui a envie de te dire « Et casse-toi de là !» Mais elle peut pas, parce qu'elle a toujours quelque chose à te vendre. Ces restaurants, ils vendent des salades avec des tomates coupées en 4 et des pizzas mal cuites, le tout devant 4 ou 5 voyous avec du ventre et des cernes. Qui parlent entre eux comme s'ils préparaient le casse du siècle. En bas de la place, avec vue sur Notre-Dame de la Garde, il y a toujours quelques venants qui tirent sur leur tabac à rouler et sirotent leur mauresque. Ils prennent l'apéro au panier. Prendre l'apéro en bas de la place de l'Anche, c'est comme aller à la piscine et rester accroché au bord. Il t'arrivera pas grand-chose. En remontant par derrière, tu es arrivé sur la place des 13 coins. Avec son bar et ses crapules qui marchaient sur la pointe des pieds. Ces mecs-là, ils pilotaient leurs 2 roues avec une seule fesse, ne mouraient jamais et rigolaient fort pour montrer combien ils étaient cons. Mais en vrai, c'était une feinte. Parce que pour survivre, ils connaissaient leur gamme. Arrachage de sacs, vol de scooters, cambriolage de voisins, deal de faux shit et revente de place sur le marché noir du stade Vélodrome. Sur la place des Lorettes, dans le ventre du quartier, planaient les guerriers de la bière, Youssef, le gros Nabil, Riyad, Di l'ancien ou le noir. Une équipe de blessés de guerre qui s'échangeait les seringues, avait des ordonnances plein les poches et cassait des dents pour se faire 30 francs. Une génération sacrifiée, qui parlait le patois du toxico marseillais. Ils sont tous morts. Les plus gros poissons du quartier nageaient sur la place du refuge. Un aquarium plein de prédateurs qui te regardaient avec l'œil pas frais. Le ref, c'était la fierté du panier. C'est ici que les plus grosses bagarres avaient lieu et on entendait des bruits d'os à chaque coup de poing. Ici que tu achetais ton shit plein de paraffine ou un morceau de carton et t'étais bien payé de t'en tirer comme ça. La place du refuge, elle avait pas d'humour et une vision de l'entrepreneuriat à très court terme. Elle était tenue par Foued le Grand. Lui, il rigolait encore moins que les autres. Un jour, il a frappé 3 mecs de Félix Piat avec le même pied. Sur la place traînait aussi Luciano de la Funky Family, Mansouri, le premier Comorien devenu voyou, Meumeu, le mec qui te frappait comme dans Matrix, Bébé Croûte et ses ballettes, écrasement de tête, et Fad. Fad, lui, il avait une tête à jouer sa famille au bingo. Ça, c'était les permanents. Après, il y avait les CDD qui venaient d'autres quartiers, du centre-ville, des Carmes, de Belzins ou de Noailles. C'est toujours les autres qui venaient traîner au panier, je te jure. Mais
À Marseille, chaque quartier, dans les années 90, avait ses figures, ses frappeurs, ses marques de t-shirts, ses joueurs de ballon, ses rappeurs. Mais dans les années 90, tu cherches pas à comprendre. Il y avait le panier et il y avait les autres. Et celui qui te dit l'inverse, c'est un mytho ou un jaloux. Enfin, tout ça, c'est de la nostalgie. Et la nostalgie, ça emmerde tout le monde, sauf celui qui la raconte. À lui, ça lui file un coup de jeune. La canebière, elle ressemble un peu à ma vie. Elle commence propre sur elle. Avec la chambre de commerce et son manège, imitation d'époque à partir de la rue de Rome, elle fronce les sourcils. Des robes de mariée premier prix, des bazars tout à 2 €. Un snack chicken halal pakistanais, un commissariat aux vitres sales et un McDonald's aux poubelles dégueulant d'emballage. Sur la fin, plus rien, ou presque. 2 offices pour envoyer de l'argent au bled. Un marchand d'objets asiatiques, un tabac et un ancien cinéma muré depuis des années. La canebière, elle finit seule, errante, devant le parvis de l'église des réformés, sans vraiment savoir quand elle a perdu le fil. Quand on descendait sur la rue de la République avec Nordine et Hichem pour prendre un sandwich chez Pizza à Gogo, en accompagnement, ils demandaient « Frère, mets-moi un mayo harissa, frère !» Ah. Et moi, je disais toujours « Mayo ketchup !» Ah. Dans leur regard, je te jure, c'était comme si tu n'étais pas vraiment un homme. Avec le temps, j'avais fini par me forcer un peu et prendre le même accompagnement qu'eux. Et j'étais assez fier d'arriver devant le mec et de dire « Frère, mets-moi mayo harissa !» À mon époque, le signe d'appartenance, c'était le choix de la sauce. Peut-être que si j'étais adolescent aujourd'hui, j'aurais une petite barbe et je me trimballerais en djellaba le vendredi midi. En maillot, elle a l'air plus grande. Sa peau est blanche, piquée de grains de beauté. Autour, des gamins construisent des châteaux de sable. Des ados courent et s'amusent à s'envoyer de l'eau. Des filles crient « Aïe, comme elle est froide !» Et des mecs musclés font un espèce de volley-foot. Ils se jettent dans l'eau comme des otaries de spectacle. On entre dans l'eau et on traverse le décor de là où on a pied. Ça continue à gesticuler dans notre dos. Clara plonge en avant et lance un crawl de nageuse. « Elle est vachement bonne !» qu'elle me dit en se retournant. « Elle est gelée !»« Arrête de faire ton Marseillais !» Je fais la planche et le monde bouge devant moi au-dessus de la plage. Le trait privé, cercle des nageurs, son restaurant et sa piscine olympique qui domine le peuple. Le politique à gourmette est en voie d'extinction. Et quelque part, ça me rend triste. C'est la fin d'un monde, celui des poubelles qui débordent. Des voitures qui se gardent n'importe où et des petits arrangements politiques. Des fratries qui rentrent au conseil général avec leur accent d'apéro. Aujourd'hui, la ville est infestée de filles qui ont du mal à poser leur cul. Viens,
Viens, on nage un peu, qu'elle me dit. Pourquoi elles veulent toujours prendre le large? J'opte pour une brasse simple. Clara fend l'eau sans effort. Je sens son bras contre le mien, c'est doux, sans écailles. L'eau est calme, je me retourne, l'estac. Le port autonome. Et tous les quartiers nord dévalent sur la ville comme une cape de ciment. Devant nous, la plage parle à voix basse. À notre droite, le petit pavillon et ses matelas à 30 € la journée. Je me souviens de la promesse faite à Jamel il y a 20 ans. Si je gagne au loto, on rachète le petit pavillon. Clara me prend la main, mes doigts glissent sur sa paume, ses yeux verts sont mouillés, je fonds sur elle. Ma langue salée tourne dans sa bouche et je sens ses petits seins contre mon torse, on fusionne et nos jambes assurent la survie. Allez, viens, on rentre, elle me dit. Je lui dis, ouais, tu as raison, on a de la route à faire. On nage en se tenant la main et on s'arrête encore et c'est toujours salé et ça me file toujours la trique, ma queue est amphibienne. Clara glisse sa main dans mon maillot et la saisit, elle me branle en pleine mer jusqu'à la fin en me regardant follement. Elle, ses sourcils fins et ses mâchoires carrées. Maman, je dois te dire un truc important. Écoute-moi, maman, s'il te plaît. Voilà, je suis tombé amoureux d'une fille, maman. Je veux me marier avec elle. Elle est belle. Sa dot de mariage, elle est pas chère. Ya dit maman, wallah, c'est elle que je veux, maman. Mais écoute-moi, pour la soirée, je veux pas de DJ, je veux Cheb Ryan, maman. Non mais Ferwina, lui. En dehors du quartier, on n'était plus personne. Certains d'entre nous ne quittaient pratiquement jamais la place des Moulins. Quand on réussissait à s'en échapper pour aller à la plage ou faire les magasins de la rue Saint-Fé, on avait des visages de chiens inquiets. Cet après-midi-là, le soleil faisait briller Notre-Dame comme une chevalière plaquée or et le goudron du vieux port transpirait du front. On marchait en petite horde désorganisée, plissant les yeux. Kassim était au milieu. Il prenait de la place avec sa démarche de chef de tribu. Nordine avait des petits pas rapides, complexés, il décrochait du groupe et se rabattait comme un bus scolaire. Hichem, lui, il marchait torse nu. Il étendait au maximum ses courtes jambes et roulait des épaules. Le poste était posé sur son trapèze droit, façon clip de boys band. Il crachait fort du Cheb Hasni. Et Hichem accompagnait les paroles avec des mimiques de gonzesse qu'il venait de se faire larguer. Ange s'est mis à marronner à haute voix. « Eh vas-y, change, elle m'a gonflé ta musique d'arabe !» Hichem a attrapé la joue de Ange tout en reprenant le refrain. « Mon cœur a envie de se marier avec toi !»« Eh vas-y, lève ta main !» a dit Ange. « Le gadjo, il vient de se branler, il me touche la joue. »« Andik, Ange, tu vas tomber enceinte. C'est puissant le sperme d'Algérien, je lui ai dit. » Avec Ange, on maîtrisait quelques mots d'arabe, qu'on plaçait comme la sauce blanche sur les frites. Ange arrivait même à faire des phrases. Son jeu, quand il croisait le père de Nordine ou la mère de Jamel, c'était de se faire passer pour un Kabyle. Et ça marchait. Ange, lui, il poussait très très fort le mimétisme. J'espère que ce sera une fille, je l'appellerai Rachida. Elle me servira pour le ménage, m'a lancé Ange. Ah oui, on a rigolé fort à la gueule de Hichem et de Nordine. C'était bon le racisme consenti. Clara est partie vivre à Paris. Et moi, je suis resté à quai. Je l'ai vu se transformer. Paris, ça réinitialise les disques. Une marque de fringues trop voyante et son petit accent. Elle a poncé les dernières imperfections. Ah, son petit accent de la fille qui a grandi à Vauban au pied de Notre-Dame de la Garde. Direction pour Clara, direction la sobriété bourgeoise. Je suis sorti de sa vie comme on enlève un navet de son couscous.
J'ai suivi ça en direct, sur Facebook. Je l'ai vu en photo au bord du canal Saint-Martin dans une grande gabardine kaki et sur un vélo électrique. Je l'ai vu. Je l'ai vu boire son vin naturel, sourire à son mec en enfouissant son visage dans son col rue de Charonne, descendre les escaliers du métro de la rue des Boulets, changer à République et taper leur digicode. Oui, je l'ai vu, cette série de clichés comme un blédard sans visa, dans une cabine de cybercafé à Alger. Marseille me pègue au doigt. C'est un putain de gâteau tunisien, cette ville. Ici, j'ai ma petite identité, pleine de bleu à l'âme. Ça me demandait trop de courage de sauter dans le vide géographique. J'avais peur, en allant à Paris, de perdre mon fonds de commerce. J'ai flippé. Quand je suis arrivé sur la place des Moulins, tout le monde était là. Il y avait la bande, les voisins et les filles aux voix de passionnaires. Ange, il se battait avec Cogno, il se rendait des droites de taulier. Cogno imposait sa masse de garagistes qui traînent dans les bars, s'enfilent des 51 et jouent aux cartes. Cogno, il avait un cyclo 103 SP qui montait à 130 km/h quand il prenait le virage de la Tourette à fond. On aurait dit un éléphant de cirque sur un monocycle. Le sang coulait sous les narines de Ange. C'était le moment de les séparer. Alors, Hichem a ramené Ange dans un coin et Kassim a entraîné Cogno dans un autre pour leur raconter les mêmes conneries. C'est pas bien de se battre, il y a des enfants sur la place, vous êtes du même quartier. Alors, la tension est redescendue. Mais Ange a envoyé un « On va se recroiser de toute façon. On va se recroiser, t'inquiète pas. » Cogno, en confiance, lui a répondu « C'est ça, ouais, c'est ça. Va niquer tes morts maintenant. » Ah, Hichem, il savait l'insulte que... Il savait ce que ça pouvait faire sur Ange, cette insulte. Alors, il l'a contenu comme il a pu. Ange, fou de rage, a gueulé « T'as dit quoi, Cogno? T'as dit quoi? T'as très bien entendu. Vas-y, répète, si tu es un homme, répète. La conne de tous tes grands morts, ça te va comme ça? Oh. Ange, il s'est débarrassé d'Hichem et il a filé tout droit vers le fond de la place. Il marchait vite, ses épaules en avant. Dans sa tête, c'était la tempête. Il serrait ses gros poings et pinçait ses fines lèvres. Des gouttes de sang coulaient sur ses baskets blanches. Il s'essuyait le nez, reniflait. Il en avait plein les doigts. Son père, Ange, il en parlait en boucle. « Mon père, il te frappait avec sa grosse bague de proxénète de son enfance toulonnaise à traîner entre les putes et les tables de poker, il en avait gardé le sens du contact. Sa facilité avec les femmes et les chiffres. Ange, il me sortait souvent l'article du Var Matin du 13 juin 1987 qu'il gardait dans un Tupperware avec toutes sortes de paniers de papier. C'était sa boîte noire. Sur cet article, il y avait écrit Dédé Casquette, trompe la mort, fusillade dans le Chicago tout l'année. Dédé Casquette, bras droit de Jean-Louis Zampani, dit le sourd, échappe à la mort avec 12 balles dans le corps. Ange, son père, Dédé, il était mort 2 ans après. Un cancer de la gorge s'était occupé de lui. Et Ange était venu vivre au Panier avec sa mère Lisette, cantinière à l'école des Catalans, et son beau-père, chauffeur pour la ville de Marseille. Quand il est retourné chez lui après la bagarre, il était 16h30. Lisette fumait une clope en suçant son second Ballantines devant son émission Motus Motus.
Ange a tracé vers la cuisine. « Qu'est-ce que tu as fait encore? Tu t'es encore battu? Tu t'es encore battu? J'en ai plein le cul de tes conneries !» Elle a crié depuis le canapé en cuir noir recouvert de son plastique d'origine qui lui collait aux cuisses. À force de crier sur Ange, elle en avait mal à la gorge. Elle a posé son verre sur la table en bois rustique massif et l'a rejoint dans la cuisine. « Qu'est-ce que tu as fait? Rien, j'ai rien fait! Ange, qu'est-ce que tu vas faire ?» Il était déjà dehors, la laissant seule dans l'écho de la porte claquée, la bobine tournée en boucle sur l'image de son père. De lui, il n'avait plus que des cheveux blonds bouclés et un nom de village corse où il avait jamais foutu les pieds. Dédé Vezzani avait débarqué sur le continent à 17 ans et s'était fait tout seul. Lui et ses grosses couilles, me disait Ange quand il fumait des joints dans la descente Beauregard. Dédé Casquette et ses droits-barres américains, son préféré à Ange, c'était le Napoléon, les copeaux de bois sur le sol pour les mecs qui vomissaient leur vie. L'odeur de la gitane, le bingo, le baby-foot et l'argent de poche qu'il dépensait en fringues, accessoires de cyclomoteur et boîtes d'après-midi. Sa vieille ville lente et sournoise de Toulon. Son quartier d'enfance, le petit Chicago qui puait la racaille, le marin, la pute et le facho. C'est mort à Ange. C'est tout ce qui lui restait. Sur la place, on était encore assis sur notre banc. Une brise chaude moulait nos couilles contre nos survêtements trop larges. À quelques mètres, Cogno était assis sur la selle de son Peugeot à se la raconter devant les trois blondes en bombers Scott et semelles compensées imitation Buffalo. De loin, moi, j'ai vu arriver Ange. Il avait la main droite dans la poche, la tête courbée et la couleur d'un blond au mois d'août. Ses pas lourds et ses larges épaules portaient son histoire, la haine de celui à qui on a tout enlevé. Quand il a été sur la place, il a joué son texte mécaniquement, comme on démarre au kick un scooter en plein hiver. Répète, enfant de putain, répète. Il s'est levé et il a bombé le torse. Qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit d'une voix rauque. Ange, il était fou de rage. Tu as insulté mon père, tu as insulté mes morts. Et moi, je m'étais mis un peu à l'écart. Je savais jamais trop quoi faire quand les choses devenaient vraiment sérieuses, quand l'instinct reprenait le dessus. Hichem, Ange, Nordine et Jamel s'étaient placés entre les deux. Calme-toi, Ange, rentre chez toi. Ange a sorti de sa poche un couteau de vide-grenier, un laguiole rouillé avec tire-bouchon. Qu'est-ce que tu vas faire? Continuait à chanter Cogno avec ses grands gestes d'opéra. Les autres criaient « Rentre chez toi, Ange! Range ce couteau !» Ange, il a levé le couteau au ciel. Dans le mouvement, il a entaillé la main d'Hichem. Kassim s'est écarté et Jamel est tombé par terre. Quand Ange est arrivé devant Cogno, son bras est redescendu fort. Bam! Sur la gorge. La lame du laguiole a perforé la trachée. La place des Moulins a pivoté sur elle-même. Les filles se tenaient la bouche, Hichem regardait son doigt pisser le sang et moi j'ai écouté le silence de la place me dire « Ici se termine quelque chose ». Oui, j'ai pensé à ma mère Fred, qui me disait souvent quand elle me parlait de poésie « Le silence n'existe pas ». Ange a retiré le laguiole, la lame était rouge de sang noir. Cogno a porté sa main à sa gorge dégoulinante, il a levé la tête vers nous, son regard brûlé d'une panique mortelle, il a posé à nouveau ses mains sur sa gorge et il a hurlé « Aïe! Il m'a planté !» Putain, c'est resté, oh. Ange a lâché son couteau, il est sorti côté cour, vers chez sa maman Lisette. Cogno, suivi par les trois filles en bombers rouge, a cavalé vers la pharmacie de la rue du Panier, côté jardin. Et le rideau est tombé.
Latifa fumait une Chesterfield bleue à la fenêtre de la cuisine qui donnait sur un puits de lumière. Les odeurs d'épices, d'encens et le poisson séché des Sénégalais du premier lui remontaient dans les narines. On entendait les gueulantes sur les enfants et les programmes télé à fond, les femmes criaient sur les maris et les hommes lâchaient leurs nerfs sur les portes. Ça lui allait bien à Latifa, tout ce bordel. C'était la vie. Latifa avait mis du temps à quitter le panier Salah, le père de Jamel. Avant de l'épouser, elle aurait dû écouter sa mère. Les Algériens, ils aiment que leur pays, elle disait. Mais Salah, ce qu'il aimait surtout, c'était la lumière rouge des cabarets. Pour Latifa, le plus dur, ça avait été de quitter le panier. Sur la fin, le panier, c'était plus comme avant. Les murs, ils tombaient en lambeaux, comme la peau d'Ishibeni. Elle se souvenait. Les familles avaient commencé à accepter des propositions de relogement dans les quartiers nord. Des grands appartements neufs, au Merlan, aux Égalades, au Canet, dans des tours HLM, plantés au milieu de rien. Latifa, elle avait le regard qui partait au large quand elle pensait au panier des années 80-90. Pendant le ramadan, on faisait des briques et de la shorba dans la rue. Jusqu'à 1h du matin, il y avait des petits de partout, musulmans, pas musulmans. Et de toutes les couleurs, oui. Ça vivait le panier dans les années 90. Et puis, elle a trouvé cet appartement refait à neuf grâce à la mission locale à Colbert, en plein centre-ville de Marseille. Pour Latifa, il n'avait jamais été question d'aller vivre dans les quartiers nord, rentrer chez elle par ses bus surchargés, faire ses courses dans ses grands supermarchés et depuis sa fenêtre regarder Notre-Dame de la Garde de loin, comme une lépreuse. Latifa, elle disait souvent à ses filles, dans les quartiers nord, les gens ils se mélangent plus. Ils restent dans les mêmes casseroles. Et ça fait des plats qui sont pas très bons. Bon, j'avais revu Ange de temps à autre. Il me filait 1 gramme de cocaïne et me saoulait avec ses histoires de cul sur Tinder. J'avais passé des soirées à jouer à la play avec Nordine. À la fin, il me servait sa mélasse qu'il s'était mis dans la tronche en laissant traîner son cerveau sur YouTube. Les traîtres d'Arabes assimilés, le complot sioniste et les cartes d'identité des terroristes que les RG avaient retrouvées trop facilement pendant les attentats. Je vois Hichem tenir une Marlboro de contrebande entre ses petits doigts tachetés de henné. Cassim me dire un jour sur la place « Stress, viens on se bat, juste comme ça, je sens que tu veux te mesurer à moi. » Jamel se tapait une série de pompes avant d'arriver à la plage. « Stress, tu as vu mes pecs ?» Nordine me montrait timidement un de ses dessins. C'est mon quartier d'enfance à Alger. Je les vois se présenter devant moi, intacts et magnifiques au plus haut de leur jeunesse. On en était resté à cet âge où on ne se dit rien. Et aujourd'hui, j'ai éprouvé le besoin de leur parler de la plus simple des manières, comme le font les gens normaux quand ils passent à table. Hichem, tu te rappelles de la mort de Hasni ? Ange, tu sais que j'ai jamais aimé Toulon ? Toi qui as grandi là-bas, tu la vois comment cette ville ? Cassim, je t'ai jamais posé la question. C'est quoi ton opinion sur l'indépendance des Comores ? Nordine, quand tu regardes le tableau d'un grand maître, genre Van Gogh ou Picasso par exemple, est-ce que tu te rends compte du génie du type ? Parce que moi non. Jamel, dis-moi, c'est quoi pour toi être un bon père ? Juste pour entendre leur voix d'adulte, leurs rides sur le front, leur petit sourire en coin, leur silence et leurs éclats de rire. J'ai trouvé un Vélib et en pédalant à fond, je descends par le bas de la Belle de Mai. La ville s'est couchée. Je roule sur son dos avec des odeurs de poulet braisé dans le nez. Boulevard National, des bars pleins de vieux à la cornée abîmée qui boivent leur thé en trempant leur nez dedans.
Les voitures sont garées en double fil, les poubelles débordent et les rats font leur marché. Dans les snacks, les salades, tomates, oignons remplissent les pains baguettes et les barbus, toujours très concentrés, refont le Big Bang avec le plus grand sérieux devant des enseignes ultra discount. On vend encore des machines à laver à cette heure avancée de la nuit. Des petites comoriennes jouent à la corde à sauter en pyjama et des mecs sortent des salons de coiffure en se croyant beaux. Ah oui, franchement, j'ai encore des sentiments pour cette ville. Tout est encore possible entre nous. De nouveau, encore envie de la filmer et de l'écouter me raconter ces histoires de filles qui, bout en bout, me transportent de l'autre côté de la Méditerranée, dans ces ruelles où l'on te vend des cigarettes et des brochettes de foie à l'unité, où l'on jette les papiers par terre, mégots, canettes de coca, là où les mouettes, les chats et les rats viennent se battre. Une ville, pour moi, elle doit dégager nos odeurs de crasse et nos instincts d'animaux. Elle doit raconter nos vies et nos dérives. Une ville trop propre ne me dit rien. Elle me fait peur. Elle me fait peur à cacher ses névroses. Je pourrais lui parler des heures à ma ville. De ces voyous, de ces grandes gueules, de ces mecs qui valent pas un clou, de ces filles avec trop de rouge sur les lèvres, et de ces petits bourgeois qui traversent jamais la canebière. De ceux qui prennent un accent forcé en gueulant fort « Alléluia, moi !» De ces venants qui écrivent leur histoire sur des pancartes de manifestation et qui affirment à haute voix, fiers d'être Marseillais. Ils ont bien compris, c'est sans honte, que le plus important, c'est pas d'être Marseillais, mais de le faire croire. Et Marseille les écoute parce que depuis des siècles, des incapables lui disent quoi faire. Elle en a marre, elle veut se sentir désirable. Alors elle se tire les cheveux, les décolore. Elle voudrait ressembler à Bordeaux, à Lyon ou à Aix. Elle voudrait avoir des trottoirs immaculés, des voitures bien garées et des pistes cyclables. Mais moi, je la trouve belle comme ça, avec ses mots simples, ses manières de fille des rues. Mais elle s'en fout de moi. Elle n'a pas le temps d'écouter, mais c'était mieux avant. Elle veut vivre, elle veut se casser la gueule et se relever toute seule. Danser et rire avec ses tchatcheurs et ses mythos qui l'embarquent dans des grosses bagnoles et lui racontent des histoires pleines de promesses. Elle se rêve, ma ville. Mais certains soirs, derrière la cloison de sa chambre, je l'entends pleurer. Elle sait que je suis là, tétanisé d'amour, alors elle relève la tête. Elle replace la bretelle de sa nuisette, s'essuie les yeux et me crie dessus. Laisse-moi tranquille maintenant! Laisse-moi tranquille maintenant, stress! Merci. Avec DJ Nassim DJ au platine. Et au mix.
Voilà.